Bonjour à toutes, je suis Caroline Pilastre, militante et consultante dans le domaine du handicap visuel et du handicap dans sa globalité depuis plus de 15 ans, sur le plan associatif, aide à la recherche médicale et politique. Je suis moi-même déficiente visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi, j'ai une grave maladie génétique, une pathologie rétinienne. Nous sommes 2 millions de malvoyants et d'aveugles en France, et comme 80% sur 12 millions de personnes en situation de handicap, j'ai un handicap invisible, donc double problématique. Et depuis quelques années, je suis chroniqueuse dans les médias, précédemment dans les grandes gueules sur RMC et désormais à Sud Radio. Voilà, je suis une des premières à avoir ce profil sur le plan national parce que, comme on le sait, le handicap a plus de 40 ans de retard en France. Voilà. Ah ben, mon parcours est le parcours du combattant, comme la majorité d'entre nous. Au niveau de l'insertion professionnelle, écoutez, moi j'ai un parcours malheureusement qui est très assuré. J'ai eu mon bac à l'âge de 17 ans. J'ai fait toutes les écoles, publiques, privées. Pour une photocopie en agrandi, aucune intégration. C'est-à-dire que je passais plus de temps à recopier les cours de mes camarades. C'est mes parents qui me faisaient les devoirs. J'en étais capable sur le plan intellectuel et mental. Mais visuellement, c'était quelque chose de sidérant et puis de très fatigant, enfin, physiquement, parce que j'avais des migraines ophtalmiques en plus, parce que je n'avais aucune aide humaine, c'est-à-dire qu'une fois ma situation expliquée, on allait évidemment voir les proviseurs, ils disaient tous oui, 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 et quand j'étais en immersion dans la classe, aucun effort. Donc il a fallu que j'arrête, et j'ai eu mon bac via le CNED, mais enfin j'ai eu une scolarité du coup en 2 temps, pas que je n'étais pas capable, mais parce qu'on n'a pas voulu me tendre la main. Donc ça je l'ai vraiment vécu en termes d'insertion, donc ça commençait déjà mal. Et ensuite, il se trouve que je n'ai pas pris la voie la plus simple. Je ne voulais pas être kiné, parce que évidemment vous avez beaucoup de malvoyants et d'aveugles qui au niveau tactile sont kinés, ni standardiste par rapport à l'ouïe, et ni faire de l'informatique. Donc en fait, ce sont essentiellement les cursus qu'on vous présentait par rapport à mon handicap. Mais je me suis dit non, moi j'adore la radio, c'est ma passion. Après tout, c'est pas comme si je demandais d'être chirurgien ou pilote d'avion, évidemment quelque chose d'antinomique par rapport à mon handicap et qui soit dangereux pour tout le monde. Mais la radio, c'était quelque chose de possible, parce que forcément vocal et auditif. Et donc à Montpellier, je suis rentrée dans des radios locales, Chérie FM, Énergie, voilà, donc j'ai appris sur le tas avec des ingénieurs du son, avec des chroniqueurs, des journalistes, en local, un petit peu, ce milieu. Par la suite, nous sommes revenus donc, sur Boulogne, et n'ayant pas de réseau, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, mais c'est déjà un milieu très compliqué parce que voilà, le milieu des médias, c'est pas le plus simple. J'ai fait des stages, bon, qui malheureusement n'ont rien donné à l'arrivée pour être embauchée. Et il se trouve que, sachant que je n'avais rien professionnellement, parce que je n'avais que l'allocation adulte handicapé, comme beaucoup d'entre nous, malgré ma bonne volonté, ma détermination, mais bon, ça n'ouvre pas des portes, malheureusement, je n'étais pas attendue. J'ai commencé à faire des tests pour le handicap visuel auprès de l'Institut de la Vision, qui est le gros pôle européen de recherche qui se trouve à Bastille, qui est directement lié au 15-20. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans d'autres associations et à être extrêmement engagée, extrêmement impliquée. Et donc ça fait 15 ans que ça dure. Alors à faire des tests aussi bien pour des grands groupes que des start-up, à tester des prototypes d'appareillages spécialisés qui vont sortir sur le marché. Et même si je n'étais pas rémunérée, j'apportais ma petite pierre à l'édifice et j'avais la sensation, enfin ce qui est toujours le cas bien évidemment, parce que c'est un leitmotiv et c'est le combat de ma vie, clairement, d'être utile à la société, et ça me donnait en même temps un but, et je voyais les évolutions, et je rencontrais des gens formidables sur le plan humain, des chercheurs, des ingénieurs, des professeurs, des ergots, des orthoptistes, voilà. Et il y a 3 ans de ça, donc c'est pas si vieux, j'ai participé au casting des grandes gueules donc sur RMC en me disant la voix des personnes handicapées n'est absolument pas représentée sur le plan médiatique. Et évidemment, moi j'avais toujours cette passion des médias. Je vais tenter, en n'y croyant pas du tout. Il se trouve que ça a marché, et de là, forcément, mes actions ont pu être un peu visibles.
Et en même temps, j'alliais ce que j'ai toujours adoré faire, hein, donc tout ce qui était en lien avec les médias, le journalisme, et donc un vrai travail de chroniqueuse, ce qui est encore plus difficile pour moi, donc pas sur le plan intellectuel, parce que vraiment tout ce qui est sociétal et politique, ça fait partie de mes passions à part entière, mais parce que tout ce que je mémorise, ça me demande beaucoup d'efforts et d'énergie, parce que je ne peux pas avoir de notes. Donc c'est un vrai travail, une vraie rigueur, sachant que voilà, on peut omettre des choses, mais quand vous passez à la télé et en même temps à la radio et que vous avez des séquences qui se retrouvent sur les réseaux, avec toute la complexité qu'on connaît à ce niveau-là, mais c'est en même temps quelque chose de physiquement, visuellement, très difficile par rapport à l'insertion, malheureusement. Rien, voilà, pas un manque de bonne volonté, hein, vraiment, enfin pas un manque d'envie, au contraire, j'ai envoyé plein de CV, j'ai essayé de taper à plein de portes, mais c'est une réalité que nous sommes la population la plus discriminée et stigmatisée et que le chômage est doublé. Dans notre cas, il y a toujours la barrière de se dire « Ah je vais embaucher une personne en situation de handicap, donc je ne sais pas comment faire, est-ce que les aménagements vont être gratuits, vont être à ma charge ?» Alors qu'il y a plein de choses qui existent. Mais si déjà il n'y a pas la démarche de vouloir rencontrer la personne et lui poser clairement les questions, parce que la plupart d'entre nous, justement, on fait de la sensibilisation parce qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'on vit dès qu'on met un pied à l'extérieur de chez nous. On est prêt à le faire. Mais faut-il encore qu'on nous laisse la possibilité de le faire? Et la sensibilisation en tant que telle, c'est bien, mais les actes et intégrer des vraies entreprises publiques et privées, c'est quand même mieux pour se sentir comme tout un chacun, tout simplement. Oui, j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé. Et moi, je suis pour faire la demande de la RQTH. Je comprends aussi les personnes en situation de handicap qui sont contre, parce que justement, ça peut créer une discrimination supplémentaire de par le fait qu'un employeur voit immédiatement sur un CV que vous êtes une personne handicapée. Mais ne pas le dire, c'est compliqué. On peut le cacher dans certains cas, quand on a un handicap invisible, mais qui n'est pas un taux d'invalidité trop grave. Mais pour prendre mon exemple, je veux bien faire illusion le temps d'un entretien, mais après, si je n'ai pas d'appareillage spécialisé, si je n'ai pas l'audio, si je n'ai pas des grossissements, enfin je ne vois rien, clairement, j'aperçois, parce que j'ai moins d'un dixième dans chaque œil. Donc si on me tend un papier, ne serait-ce que pour signer, si je ne demande pas, je ne verrai pas où. Donc moi j'ai toujours été pour la transparence, même si je sais que la transparence est à géométrie variable dans cette situation. Donc malheureusement à l'heure actuelle, oui, beaucoup d'employeurs discriminent sans le dire, parce qu'on pourrait faire un procès, évidemment. C'est comme une personne qui est en surpoids ou qui est âgée, qui ont fait la remarque de ne pas l'embaucher à cause de cette raison. On ne va pas vous le dire, c'est toujours très hypocrite, très insidieux, mais c'est une réalité. Je vous dis, moi j'ai eu la chance sur le plan pro, vraiment d'être tombée sur des gens intelligents, ouverts d'esprit et empathiques. Parce que j'ai l'habitude aussi de dire qu'on souffre tous à différents niveaux. Alors évidemment, il n'y a rien de plus grave que la maladie et le handicap, et évidemment, par extension la mort, mais là on est encore sur autre chose. Mais quand vous expliquez clairement, en étant sympathique, les gens en général qui sont altruistes, qui vivent des choses aussi au sein de leur entourage, parce que tout le monde peut être touché par la maladie ou la mort, comme j'ai l'habitude de dire, sont réceptifs, vraiment. À part les ignorants et les abrutis, voilà. Mais dans le cadre pro, non, j'ai eu beaucoup de chance. Et je pense une fois de plus que c'est lié au fait d'avancer vraiment ouvertement et en toute transparence sur la question. C'est-à-dire sur le plan social, là c'était autre chose. Oui, bien sûr, au quotidien, depuis l'âge de 13 ans et demi, je l'ai vécu dans toutes les situations. Alors, ça va sans doute vous faire sourire, mais moi, une de mes plus grosses névroses quand j'étais ado, c'était d'aller à la poste. Parce qu'à la poste, je demandais à passer en priorité, ne supportant pas les néons qui me créent des migraines ophtalmiques. Forcément, quand vous voyez une ado passer devant certaines personnes âgées qui se croient plus prioritaires que vous, alors qu'il n'y a
pas plus prioritaire que la maladie et le handicap. Et puis je tiens quand même à rappeler que j'ai une carte d'invalidité à plus de 80%. On ne me l'a pas offert. Je veux dire, on ne vous en fait pas cadeau, hein, c'est pas un choix de vie. Donc il aurait fallu que je sois une femme sandwich. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sortais dans la rue, il aurait fallu que vraiment m'épingle la carte sur le front pour que les gens me fichent la paix. Mais c'est quelque chose que toutes les personnes vivant un grave handicap invisible subissent. Mais comme nous sommes peu représentés, évidemment, quand vous demandez la priorité, que ce soit une caisse, que ce soit un guichet de banque, dans n'importe quel commerce, au niveau des transports, ben, vous passez pour quelqu'un d'insolent, de mal élevé, manque de savoir-vivre, et donc vous passez votre temps à vous justifier d'exister. Et ça, en soi, c'est plus difficile que le handicap, intrinsèquement parlant. Et bien ça serait l'insertion, tout simplement. Et ça commence par le fait d'être reçu en entretien de manière classique, d'être pris ou non à compétences égales, parce que moi je ne suis pas du tout pour le fait d'employer une personne en situation de handicap sous prétexte qu'elle est en situation de handicap. La discrimination positive peut être une bonne chose, pardon, j'en suis la preuve. Donc ça serait vraiment changer le regard au niveau de l'entretien, et si on vous donne votre chance, vous la donnez vraiment. Pas parce que justement vous êtes une personne handicapée, mais parce que vous êtes une personne à part entière, compétente, et qu'on a envie de vous intégrer au sein d'une entreprise, en vous apportant tous les aménagements, et en ne vous laissant pas galérer, en vous demandant les choses, briser la glace. Les personnes en situation de handicap vous répondront toujours, parce qu'elles savent à quel point tout est difficile, et le parcours professionnel, évidemment, c'est souvent le plus compliqué. Voilà, c'est l'insertion, la sensibilisation et l'aménagement poste. Et surtout, essayer d'évoluer sur le regard du handicap en se disant que sous prétexte qu'on a une maladie ou un handicap, on sera moins productif. C'est faux, toutes les études le prouvent. Une fois de plus, la personne en situation de handicap, en général, est plus productive qu'une personne valide, parce qu'elle sait à quel point ça n'est pas gagné d'avance, et ça crée réellement une émulation et une cohésion de groupe au sein de l'entreprise, parce que ça casse les codes. Alors, le regard que les gens portent en majorité sur le handicap, c'est un regard de peur, évidemment. Moi, j'ai l'habitude de faire des interventions et des conférences, et c'est ce que je dis pour briser la glace dès le départ. Ça n'a rien de glamour, le handicap. C'est la maladie, donc ça projette quelque chose de très négatif, voire la mort. Ça fait peur, et c'est logique. Je trouve que les choses commencent à évoluer, vraiment. Les gens sont empathiques et arrivent à passer outre une fois que vous expliquez et que vous démontrez que vous êtes une personne avec des compétences, des capacités, des facultés. Et en général, ces gens-là vous trouvent, même sans prétention, vraiment, mais je dis ça pour nous tous, extraordinaires et courageux, parce que, évidemment, ils transposent à leur propre vie et se disent, mais comment est-ce que nous on ferait avec un sens en moins, avec un nombre en moins? Évidemment, ça n'a rien de naturel, on l'apprend. C'est de l'ordre de l'instinct, et puis on met en place plein de choses, évidemment grâce à vous, à votre corporation. Et le regard, tant jeu de mots que je porte sur mon handicap, j'ai réussi à l'appréhender. C'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Vous entendez beaucoup de personnes qui vous disent moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir un handicap, je l'ai totalement accepté. Non, moi je ne suis pas du tout dans cette démarche, soyons clairs, je suis quelqu'un de très franc, chacun ressent les choses évidemment à sa manière, je ne juge personne, mais j'ai connu le fait de bien voir. Je sais ce que j'ai perdu. Je ne suis pas née avec, ça s'est déclaré à l'adolescence, et j'étais à une période où j'étais en pleine construction. J'aurais aimé l'avoir à 30 ans, parce que j'aurais pu poser des jalons au niveau de ma vie. Ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, bien évidemment. C'est quelque chose vraiment avec lequel j'ai appris à vivre. Je vous dis, je fais résilience parce que je n'ai pas le choix et que je me remonte le moral, c'est peut-être très cynique, mais en me disant qu'il y a toujours pire. Mais ce combat fait que ça me porte et ça m'enrichit. C'est vraiment devenu le leitmotiv de ma vie pour essayer de faire avancer les choses, humblement, je vous dis à mon petit niveau,
c'est ma petite pierre à l'édifice. Non, je forme un tout, j'arrive pas à me dissocier en fait. Être handicapée, ça fait tellement partie de moi parce que ça m'est arrivé jeune que je connais que ça. Donc je fais avec. Je me suis jamais posé de limite dans le sens où je suis une femme à part entière. J'aime la mode, j'aime prendre soin de moi, comme nous toutes. Mais évidemment, j'ai un fonctionnement différent. C'est-à-dire que je me maquille seule, mais je me maquille par repère et mémorisation. Donc, je m'habille seule. Je pense pas faire de faute de goût. J'aime la mode. Vraiment, je ne dissocie pas la personne que je suis en termes de tempérament de la personne handicapée que je suis. Donc, j'ai des complexes, évidemment, comme la majorité des êtres humains sur cette terre. Mais je suis tellement habituée soit à ne pas me voir, soit à me ressentir en termes de perception, parce que voilà, ça passe par tous les autres sens. Mais non, la perception, pas à ce niveau-là, sur le plan psychologique, oui, plus globalement, évidemment, parce que je suis faillible en tant qu'être humain, en tant que personne handicapée aussi. Sur le handicap, vraiment, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à savoir qui j'étais, ce que je pouvais faire, ce que je voulais en tant que jeune femme. Et donc ça ne me pose pas de problème. Après, on accepte qui je suis, on n'accepte pas qui je suis, mais c'est pas forcément lié à mon physique. Et là-dessus, ça ne me gêne pas du tout. Je ne suis pas complexée sur le fait d'être une femme handicapée. Voilà, si c'est ça votre question. Tout ce qui est lié au sensoriel. Donc voilà, moi je reconnais les traversées au niveau auditif. En fait, mes oreilles sont mes yeux au quotidien. Il ne faut pas qu'on me change mes repères, parce que alors là, je suis totalement paniquée, justement au niveau de l'espace, parce que je mémorise tout. C'est-à-dire que je prépare toujours mes trajets. Je laisse rien au hasard. Donc ça demande beaucoup, une fois de plus, d'énergie, et c'est très fatigant, parce que je suis obligée de tout gérer pour avoir une certaine assurance et me dire je peux sortir en toute confiance. J'utilise vraiment tout le côté sensoriel et cognitif. Mais c'est tellement, une fois de plus, intuitif que je ne sais pas faire autrement. Et je l'ai appris grâce à vous, grâce aux ergots, grâce à l'orthoptiste. Je me déplace très normalement. Je marche même trop vite au goût de beaucoup de mes proches. Mais parce que j'ai acquis, ce qui ne veut pas dire que ce soit bien, parce que souvent je ne fais pas attention, mais une certaine confiance en moi par rapport à voilà, tout l'apprentissage que j'ai eu depuis tant d'années. Et en général, je ne fais jamais des trajets que je ne connais pas. C'est-à-dire que quand c'est le cas, il faut vraiment qu'on m'accompagne pour savoir en termes de repères où je vais, parce que évidemment sinon je vais être angoissée et je vais paniquer. Sinon je vais me faire véhiculer, mais la majorité du temps, tous mes trajets sont les mêmes. Donc évidemment, je le fais à l'aveugle. Et un bien-être au quotidien qui peut ne pas être palpable de prime abord, mais qui fait partie de notre vie à tous. Quand je disais qu'on était tous une chaîne, heureusement que vous êtes là. Et je ne dis pas ça pour vous flatter particulièrement, mais moi j'étais dans un centre spécialisé pour apprendre les gestes de la vie quotidienne. Donc vous imaginez bien qu'il y a un lien de confiance très fort, même un lien amical qui se crée avec vous. On a besoin de vous, on vous trouve vraiment extra, et c'est peu dire, parce que concernant vos domaines, moi j'ai appris à être plus autonome. Et l'autonomie et l'indépendance, c'est ce qu'on recherche quand on est une personne handicapée, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Et se déplacer en ayant un peu d'assurance, ben moi c'est ce que j'ai fait avec des gens de votre corporation, des jeux qui paraissent très enfantins, évidemment, de prime abord quand on ne connaît pas le domaine, mais on m'envoyait des ballons, donc il fallait que je les rattrape. Donc en même temps ça fait jouer le côté neurologique, cognitif, mémorisation, donc tout est lié
pour marcher aussi, parce qu'évidemment, parfois, on peut être pris à l'extérieur pour quelqu'un d'ivre, pour un soulard. Moi, j'ai mis en place plein d'astuces, mais qui font vraiment partie de moi. Donc maintenant, je ne pourrais pas me dissocier et vous dire qu'est-ce que je fais, que j'ai appris auprès de vous, parce que c'est tellement conditionné à ce que je suis, que je m'en sers tout le temps. Oui, enfin au niveau de la gestuelle, au niveau corporel, pour le coup, j'ai appris à me sentir plus sûre grâce à des métiers comme le vôtre, en me donnant des pistes, en me faisant marcher sur des lignes, des choses qui paraissent évidemment basiques quand on n'est pas touché par le handicap, mais qui, dans ma vie quotidienne, me servent tout le temps. Mais donc, le fait d'être auprès de psycho et d'ergo, c'était tout le côté justement gestuel dans l'espace, les traversées. J'ai appris à traverser auditivement aussi. Donc, tout ce qui est corporel, c'est vous qui nous l'apprenez, même à des jeux de gymnastique. Du stretching, des choses comme ça, mais toujours dans le cadre de la vision en fait, pour essayer d'ouvrir le plus possible le peu de champ visuel qui me restait au quotidien et le mettre en pratique le plus intelligemment possible. En fait. Et quand je dis que j'ai une grosse affection, c'est parce que je me souviens encore à ce jour des ergots que j'ai rencontrés, des psychos aussi, quand j'étais au collège, au lycée, mais après en tant que jeune adulte en revenant sur Paris. Et voilà, et mon orthoptiste qui, quoi qu'il en soit, lié aussi à vos domaines, parce que même si je ne recouvre pas malheureusement la vue auprès d'elle, et mensuellement elle me fait travailler justement le peu de vision qui me reste, en termes de mémorisation. Donc quand je sors d'une séance, alors précédemment d'ergo, de psycho et d'ortho, je suis épuisée. Je suis lessivée, c'est-à-dire que en général je le fais en matinée, je rentre chez moi, en plus bon, je reprends le métro, c'est pas à côté, je suis obligée de me reposer parce que vraiment c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, je le sens et c'est quelque chose que j'aime aussi parce que je sais que ça me fait travailler ce que je ne fais pas forcément au quotidien parce que je suis conditionnée, donc si quelque chose est trop difficile à ce niveau-là, je vais le faire, mais je vais le faire de manière un peu paresseuse. Et d'être dans un cadre où on est avec des professionnels comme vous, et bien justement, on est obligé évidemment de se concentrer. Et c'est du bien-être au quotidien, vraiment. Merci.